Bonjour. Alors dans la série Autobiographie d'une émotion, aujourd'hui je vais vous parler de la peur. Donc j'ai déjà fait une première vidéo dans laquelle je vous parlais de la colère, où j'ai repris un petit peu finalement qu'est-ce qu'une émotion et à quoi ça sert. Donc je vais en redire deux mots. Donc une émotion, eh bien, c'est une énergie de vie. Comme toute énergie, elle a besoin de circuler librement. Et l'émotion, eh bien, on peut la considérer un petit peu comme un messager qui vient nous délivrer un message, en fait. Hein. C'est un messager qui apparaît lorsqu'il y a un déséquilibre intérieur et qui vient nous proposer d'activer une ressource, une nouvelle ressource, qui peut être une qualité d'être, une vertu, un don, un talent, qui va nous permettre de satisfaire le besoin qui a besoin d'être satisfait afin de rétablir cet équilibre intérieur, et ce qui va nous permettre de déployer une nouvelle qualité, un nouveau don, un nouveau talent, une nouvelle vertu, et donc nous permettre de nous agrandir. Et donc j'aime à dire que en fait l'émotion, cette petite bébête qui vient nous embêter parce que très souvent on fait de la résistance, on ne veut pas la ressentir, eh bien c'est juste l'expression de la vie, de l'amour qui se cherche à travers nous et qui cherche à exprimer une qualité de notre être profond, de notre nature profonde. Alors la peur, je dirais que la peur, c'est vraiment l'émotion primordiale. Puisque en fait, derrière toutes les autres émotions, donc dans la première vidéo, je définissais qu'il y avait 4 grandes émotions de base, puisque après, on retrouve les émotions dites conjuguées, mais les 4 grandes émotions de base qui sont, je dirais, communes à toutes les cultures du monde entier, sont la colère, la peur, la tristesse et la joie. Et je dirais que derrière chacune de ces émotions, on va toujours retrouver à la base, à la racine, la peur. Donc si on devait réduire les émotions à une seule émotion, on en revient toujours à la même, la peur. Et quelle peur? Alors, des peurs, il y en a des millions, mais la peur primordiale, eh bien, c'est la peur de mourir. Parce que notre dimension matière, qui est limitée dans le temps et dans l'espace, eh bien, elle est amenée à disparaître et elle a donc un énorme besoin de sécurité et elle ne veut pas mourir. Donc derrière la peur, en fait, et la peur de mourir se trouve, mais derrière toutes nos peurs, se trouve en général un besoin de sécurité. Alors je vais aussi différencier deux types de peur, parce qu'il y a la peur, je veux dire, qui est en lien avec un véritable besoin de sécurité physique, parce qu'on se retrouve face à un danger réel, imminent, physique, par exemple une voiture qui vous fonce dessus et qui va vous faire sauter sur le côté, ou rattraper votre bambin qui est en train de se jeter sous les roues, ou par exemple vous savez, lorsque votre enfant il marche un petit peu trop près du ravin ou des rails du métro, à un moment donné, pouf, il y a une peur qui est là et on va le rattraper, reviens ici, ou sinon vous vous promenez dans la nature et d'un seul coup vous rencontrez une bête qui est prête à vous bondir dessus, ou un bruit bizarre qui va vous mettre en alerte, et là donc c'est vraiment des peurs qui sont en lien avec un besoin de sécurité physique. Et derrière cette peur, il y a un besoin de sécurité physique, de se mettre en sécurité, un besoin d'action, d'agir. Et donc on a plusieurs façons d'agir. C'est soit face à une bête sauvage qui va nous sauter dessus, soit attaquer, soit prendre ses jambes à son cou et courir et grimper dans un arbre, soit, en tous les cas, se mettre en sécurité. Donc le besoin de sécurité physique, c'est quand même un des tout premier besoin de sécurité, avec le besoin de respirer, le besoin de manger. Donc tout ça, ce sont les besoins physiologiques de base. Dans la pyramide de Maslow, ils sont
c'est les premiers qui sont là. S'il n'y a pas ça, ben, il n'y a pas possibilité de vie. Alors cette peur-là, elle est très différente d'une peur émotionnelle qui est en lien avec une peur, avec une réalité qui est totalement subjective et parce que, tel que je le disais dans la première vidéo, nos émotions sont toujours extrêmement subjectives. Devant une même situation, on ne ressent pas les mêmes choses. Voilà, donc on va pouvoir ressentir une peur ou une inquiétude ou une angoisse ou face à une situation où on manque de repères. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la bête sauvage, c'est pas la même peur lorsque je me retrouve vraiment dans la nature face à cette bête sauvage que lorsque je me retrouve derrière un écran de télévision et où, imaginez par exemple un petit enfant de 2 ans qui se retrouve face à des images un peu terribles dans l'écran de télévision et qui à un moment donné va avoir peur, ben là qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de sécurité affective, psychologique, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui pose des mots qui vont le contenir, qui vont le rassurer, qui vont le sécuriser. Lorsqu'on arrive dans des endroits qu'on ne connaît pas, dans des ambiances qui sont un peu nouvelles, qui sont un peu, on n'a pas de repères et on a besoin à un moment donné d'aller à la rencontre, de trouver un peu des repères, de faire, lorsqu'on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas et puis qu'il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, ben on a besoin de parler un peu avec les personnes, on a besoin pour satisfaire notre besoin de repères, de sécurité et progressivement, soit la peur, l'inquiétude qu'on avait au départ va s'amenuiser parce qu'on va acquérir des repères à travers l'échange de mots, de paroles, etc. Et on va s'apercevoir que les gens sur place vont pas nous manger tout cru. Soit l'inquiétude, l'angoisse va augmenter parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est pas ok pour nous, hein, quelque chose qui est pas ok pour nous. Et ça c'est important de l'accueillir, de pouvoir écouter ce message-là que nous envoie notre émotion, parce que il y a donc un besoin de sécurité, un besoin de repère qui a besoin d'être entendu et potentiellement ça peut peut-être vouloir dire qu'il serait peut-être bon pour nous de partir de ce lieu ou en tous les cas de clarifier quelque chose. Par exemple, parfois on peut être dans une conversation avec une personne, ça peut être dans le cadre de notre profession, dans le cadre social, et où on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont floues, qui sont pas clairement expliquées, et on a besoin vraiment d'acquérir alors là c'est vraiment des repères psychologiques, c'est-à-dire qu'on clarifie le cadre dans lequel on va travailler, par exemple. Donc la peur, elle est toujours en lien avec, donc l'émotion peur est toujours en lien avec un besoin de sécurité affective ou psychologique ou de repères en tous les cas. Alors là, les ressources qui se trouvent derrière la peur, ils sont multiples, hein. C'est clair que si on se retrouve figé et complètement anesthésié face à un danger réel, on risque fort de se faire écrabouiller ou de se faire manger tout cru. Si on va quand même dans une situation alors qu'au départ on ressent qu'il y a un truc qui est pas clair, mais qu'on est figé, qu'on veut pas écouter le message de la peur et qu'on y va quand même. Après, ça risque de déclencher ce genre de situation où vous savez, il y a un truc qui vient nous dire, je le savais. Pourquoi j'ai pas écouté ce que je ressentais, hein? Je sentais qu'il y avait un truc qui était flou, mais j'ai quand même voulu aller explorer, expérimenter. J'écoute pas ma petite voix intérieure, j'écoute pas ce qui se passe, j'écoute pas là ce qui se passe. Souvent la peur, elle peut se situer dans le haut du. Remarque, ça peut se situer vraiment dans tout le corps, parce que ça peut nous couper les jambes, ça peut nous faire mal au ventre, ça peut nous faire un nœud dans le plexus ou un nœud dans la gorge, hein. Parce que le nœud dans la gorge, il est souvent justement quand on ressent une peur là et que on va avoir du mal à l'exprimer.
et on va avoir du mal à l'exprimer. Pourquoi? Parce qu'enfant, on nous a peut-être jugés comme étant complètement nuls, traités comme une mauviette, et qu'on avait interdiction d'avoir peur. Et que quand on est face à une situation qui va nous inquiéter, qui va nous angoisser, on va se retrouver dans des mécanismes carrément on va être potentiellement tétanisé et il n'y a plus rien qui sort. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à l'action. Derrière la peur, il y a vraiment un besoin de passer à l'action. Hein. Mais je dirais presque derrière chacune de nos émotions, puisque derrière la colère, il y a le besoin de vérité et donc d'affirmation de cette vérité qui va nous demander à un moment donné de passer à l'action. La peur, c'est de la même façon. Hein. Puis on verra pour la tristesse, c'est pareil, sauf que la tristesse, elle va plus nous demander de passer à l'action par le lâcher-prise que de passer à l'action par l'action vers l'extérieur. Donc là, je dirais que la première action à effectuer, là, c'est vraiment d'accueillir le message, d'accepter de ressentir cette peur. Après, on peut se rendre compte qu'il y a des traumatismes qui peuvent être là et qui sont reliés à l'enfance et qui, lorsqu'on est enfant, on est un petit peu obligé de subir notre environnement et puis on est fragile, on est vulnérable et que on dépend aussi des autres et qu'en grandissant, on devient plus fort et qu'on peut se rendre compte aussi qu'il y a des peurs qui deviennent complètement obsolètes, mais par habitude et par réaction, par mécanisme du corps, on va avoir les mêmes réactions face à une situation, alors qu'en fait, on pourrait tout à fait agir de façon différente. Mais ça, c'est toujours la même chose. Hein, c'est à un moment donné... ce que j'appelle être dans le réactionnel, c'est-à-dire qu'un comportement extérieur, une parole, va venir toucher, résonner avec une situation du passé et qui va, nous mettre dans une situation réactionnelle parce que d'un seul coup, c'est comment un comportement vient toucher une peur ancienne et du coup, tout va s'amplifier. Et c'est là où on va être tétanisé et on ne va pas savoir quoi faire. Alors que, très concrètement, dans l'instant présent, la situation en elle-même, elle n'est pas dangereuse. Et donc, parfois, ça demande vraiment de prendre un temps de recul, à respirer, accueillir, voir ce qui se passe, accepter de traverser cette peur et puis laisser émerger l'action juste. Hein, toujours le même processus qui se passe avec l'émotion. Elle apparaît, il y a un message qui a besoin de se délivrer, j'accueille, j'écoute en acceptant de me laisser traverser par l'émotion et il y a quelque chose qui va émerger comme une évidence sur l'action à poser, la parole à prononcer et ça se fait tout seul quand on est vraiment dans l'accueil. Alors avec la peur, il y a des choses qui vont se passer, tout comme pour n'importe quelle émotion, c'est que quand cette émotion, elle est considérée comme inacceptable et qu'elle a vraiment été interdite dans notre environnement d'enfant, il va y avoir des résistances émotionnelles terribles, c'est-à-dire qu'elle est inacceptable, donc il y a vraiment un interdit. Si je montre ma peur, je ne vais pas être aimée. On va me prendre pour une mauviette, on va croire que je suis fragile, alors je vais me montrer forte, je vais me montrer téméraire, quitte même à aller vraiment à me mettre en danger moi-même. Ou parfois, on va avoir peur d'avoir peur, c'est-à-dire on va éviter toute situation et on va vivre replié sur soi-même, à plus vouloir mettre le nez dehors. C'est comme ça qu'on peut aussi parfois, développer des phobies, hein, et des phobies, il y en a plein. Waouh, il y a un magnifique oiseau là. Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais... Donc, la peur et la relation que nous entretenons avec la peur va être extrêmement liée avec notre relation à la mort. Et en fait, je me suis rendu compte de comment notre relation à la mort va définir tous nos comportements
de vie. Donc c'est notre relation à la mort et à la souffrance. Et donc à la vie en fait. Dès qu'on touche notre relation à la mort va définir aussi notre relation à la vie. Finalement, on dit souvent que on va opposer la notion de vie avec la notion de mort, mais en fait la mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort, c'est ce qui permet le mouvement de la vie. C'est ce qui permet ce cycle justement, que la vie elle est vivante parce qu'à un moment donné on est sans arrêt dans ce cycle de naissance et de mort et de renaissance et de mort, parce qu'en fait la mort c'est juste l'opposé de la naissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné on naît et on meurt, et quand on regarde les cycles de la nature, c'est ce mouvement qu'on retrouve. Et la vie, elle reste toujours vivante. La vie, elle est infinie, elle est illimitée. Et la mort, en fait, vient vraiment donner ce mouvement à la vie. Et donc, quand on est dans vraiment un rejet ou une peur de mourir, on va vraiment être dans un refus, une peur de vivre. Et tout ça, c'est en lien avec le ressenti, c'est-à-dire que se laisser traverser par la vie, c'est vraiment accepter de ressentir et donc d'accepter d'avoir peur, parce que la vie, elle est pas forcément confortable. La vie, elle est haute en couleurs. Quand on regarde le cycle des saisons, eh bien, on voit comment la vie, elle est haute en couleurs. Quand on regarde la nature sauvage, on voit comment la vie, elle est haute en couleurs. Et elle n'est pas toute plate, elle n'est pas toute... Voilà, les saisons, on va passer par l'été et le soleil brûlant. Après, on arrive à l'automne. Finalement, où on récolte les fruits que la nature a laissé émerger. Et puis les arbres perdent leurs feuilles. Et puis, on arrive dans la saison d'hiver, où tout rentre dans la gestation, dans la terre. Tout est au repos. Et de nouveau, on repart dans le printemps. Et avec ce renouveau, cette sève qui émerge, et on fonctionne vraiment à cette image-là. D'ailleurs, quand on regarde le cycle de la digestion, c'est vraiment exactement ça. C'est finalement notre tube digestif. Il vient vraiment nous montrer dans un microcosme comment l'univers fonctionne, comment la nature fonctionne, comment nous fonctionnons. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose on met quelque chose dans la bouche qui va se dégrader pour mourir en nous, s'évacuer et retourner à la terre, qui va nourrir de nouvelles nourritures qu'on va pouvoir réabsorber. Et il y a vraiment ce cycle, voilà, de naissance, mort, renaissance. Donc, lorsqu'on est fâché avec la mort, quand on ne veut pas se laisser mourir, parce que quelque part accepter de ressentir, c'est vraiment lâcher prise totalement, lâcher le contrôle, parce que quelles que soient les émotions qui vont arriver, puisque l'émotion ultime qu'il y a derrière, c'est toujours la peur, et que souvent la première émotion qui va nous empêcher de ressentir les autres, ça va être la peur justement. La peur de souffrir, la peur de mourir, ça fait trop mal. Et hier, je parlais de la culpabilité, de la honte, mais c'est la peur en fait. La toute première, c'est la peur qui va vraiment nous empêcher de ressentir toutes les autres émotions. Donc, parce que tout simplement, accepter de ressentir, c'est potentiellement accepter de souffrir. Alors ça, c'est un peu un amalgame confusionnel qu'on s'est fait dans la tête, parce qu'en fait, quand on commence véritablement à ressentir la vie en soi, et à se laisser traverser par ce cycle et par toutes les couleurs de la vie, eh bien, il n'y a pas quelque chose de douloureux qui se passe. C'est plutôt, je dirais, c'est vivant. On passe par différentes couleurs, par différents états, mais c'est fluide. On devient vivant, quoi, tout simplement. Donc voilà, la peur, c'est souvent notre premier moteur de vie. Alors
que pour être pleinement vivant, le moteur sur lequel nous devrions nous baser, c'est l'amour, l'énergie d'amour, l'énergie de vie. Et donc, quand toutes nos actions sont connectées à la peur, et cette peur, du coup, qu'on n'accepte pas de traverser justement pour pouvoir se connecter à la ressource qu'il y a derrière, eh bien, elle va nous emmener dans la survie et dans une vie de zombie, en fait. Toujours en quête de sécurité et dans des logiques, du coup, oui, de compétition, de survie. Il faut gagner ma vie, je dois mériter d'être heureux, la vie est laborieuse, la vie est dure. Oui, quand on vit dans cette dynamique de peur. Donc les ressources derrière la peur, elles sont multiples. Quand on accepte de traverser la peur, à un moment donné, il y a une qualité, une vertu courage qui peut apparaître. Il y a de la confiance en soi, il y a de l'amour de soi, de l'estime de soi. Il y a oser être libre, oser être qui nous sommes. Il y a de l'acceptation. Il y a plein de vertus possibles à développer derrière cette peur. Donc voilà, donc lorsque la peur apparaît, d'abord l'identifier. Donc ça peut être le mot peur, mais ça peut être des mots un peu plus subtils. Je me sens inquiète, je me sens angoissée, je me sens. Ça peut être d'autres mots plus légers que la peur en elle-même, mais on revient. C'est relié à cette émotion de peur. Et puis c'est observer qu'il y a une part de moi qui est dans la peur, et que cette part de moi, elle a un besoin de sécurité, elle a un besoin de repère. Mais si je laisse cette part diriger ma vie, c'est là où c'est pas juste, et c'est là où on risque d'entrer dans des logiques de survie, et c'est là où on va provoquer exactement l'inverse de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire qu'on ne veut pas souffrir, mais en fait là on rentre dans des comportements qui sont enfermants, qui sont étriqués, qui sont et qui nous rendent malheureux finalement à la fin. C'est comment on finit par provoquer, effectivement, à vouloir trop contrôler, de ne pas vouloir ressentir, provoquer exactement l'inverse de ce qu'on veut. Donc lorsqu'on observe qu'il y a cette part de nous qui a peur, ça peut être effectivement le petit garçon, la petite fille blessée qui n'a pas pu être à un moment donné dans sa vie accueillie, reconnue, écoutée dans ses peurs, qui n'a jamais pu exprimer, voire même ses peurs, parce que, pouvoir dire j'ai peur, ne serait-ce que pouvoir dire j'ai peur, et être entendu là-dedans, c'est pas forcément évident, et souvent on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Quand moi, je vois souvent les mères faire, et j'ai été mère et je vois bien comment j'ai pu fonctionner. Ah, j'ai peur. Oh, mais non, mon chouchou, je suis là, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ben oui, t'as peur. Et vraiment, c'est accueillir la peur, c'est, oui, tu as peur, et de quoi tu aurais besoin, en fait. Et parfois, on peut être assez surpris des besoins que l'enfant va exprimer. Donc, on peut l'aider d'abord à poser les mots. Oui, j'ai peur, et donc c'est ok, c'est normal, t'as peur. C'est la première fois que tu vas dans l'eau, c'est la première fois que tu prends le train. Mais est-ce que t'es ok pour qu'on le fasse quand même? On peut y aller progressivement et voir avec lui quels sont les repères dont il a besoin pour pouvoir avancer à son rythme, et pour pouvoir traverser sa peur. Et en fait, quand on est devenu adulte, et puis qu'il y a le petit enfant en soi qui est encore dans ses peurs, et bien en fait il s'agit de se comporter exactement de la même façon. C'est-à-dire que ce petit enfant, on le prend par la main, notre petit enfant intérieur, on le prend par la main, on va lui dire, ok, t'as peur, mais moi je t'aime de façon inconditionnelle. Accueillir ses émotions de façon inconditionnelle. Donc j'accueille cette part de moi, fragile, vulnérable, qui a peur, et c'est ok, t'as peur, mais
il y a une autre part de moi qui a envie d'y aller. Donc, on y va. Et je te prends par la main, on y va. Et peut-être qu'il y a des jalons, des repères à poser pour y aller en douceur. Ou peut-être qu'il s'agit là de dire, je fonce, parce qu'à un moment donné, quand on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus du tout d'actualité, mais que par habitude, on continue à agir de la même façon, parfois c'est, allez, je saute, quoi, j'y vais. Donc voilà, donc pouvoir observer que c'est une part de soi qui est dans l'émotion et de pouvoir accueillir cette part de soi et de l'accompagner, mais de ne pas lui donner le pouvoir. Et puis si on est dans cet état où quelque part on ne peut pas faire autrement que de lui donner le pouvoir, et c'est pouvoir dire c'est ok, j'en suis là, quoi, tout simplement. Rien que le fait de pouvoir avoir de l'amour sur cette part-là, fait que cette part-là se sent accueillie et que, chemin faisant, elle va pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Et derrière la peur, et derrière nos plus grandes peurs, il y a toujours un amour immense. Parce que, à bien y regarder, les deux moteurs principaux de la vie et du vivant, c'est la peur et l'amour. La peur, c'est une sensation, c'est quelque chose qu'il s'agit d'écouter pour justement, développer son discernement et pouvoir se dire à l'intérieur, est-ce que c'est une peur réelle ou imaginaire? Imaginaire, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, c'est parce que c'est vrai pour moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ressens, parce que l'imaginaire, c'est le langage de l'intuition de notre être. L'être, il passe par l'imaginaire, donc c'est pas parce que c'est imaginaire que c'est faux, c'est-à-dire que c'est subjectif, c'est relatif à moi, à mon histoire et à ma propre sensibilité. Et donc, pouvoir effectivement faire ce discernement et accompagner en accueillant l'émotion, la sensation qui est là, et laisser émerger l'action juste, ce qui doit se poser dans la matière, dans la réalité, à ce moment-là. Et parfois, c'est peut-être tout simplement un mot sécurisant qui va permettre de traverser la peur quand on s'aperçoit que finalement, le danger, il est tout petit, voire complètement inexistant. Voilà, alors je pense avoir fait le tour de la peur et je vous propose donc une prochaine vidéo où là on parlera de la tristesse.